Dans cette vidéo, on va finir le chapitre des amines. On s'est arrêté la dernière fois au paragraphe 6, réactivité. Donc on va reprendre la suite par la réaction d'acylation. Alors c'est quoi une réaction d'acylation? C'est introduire le groupement acyle COR. La réaction de l'acylation peut se faire sur les amines primaires ou les amines secondaires. On va utiliser comme agent acylant le chlorure d'acide. Dans cet exemple, on a une amine primaire avec le chlorure de benzoïle. Le groupement carbonyle est un groupement polarisé, c'est-à-dire que la double liaison carbone-oxygène est polarisée du fait de l'électronégativité de l'oxygène qui est beaucoup plus importante que celle du carbone, ce qui fait que cette liaison est polarisée. Donc c'est comme si vous avez ici un delta plus et un delta moins. Donc on dit que le carbone est un site électrophile. Alors puisque c'est un site électrophile, il va être attaqué par tout ce qui est nucléophile. Vous vous rappelez, les amines sont nucléophiles à cause du doublet libre. Donc l'azote va donner son doublet libre au carbone et vous formez la liaison carbone-azote. Carbone-azote. Bien sûr, ouverture de la double liaison et vous aurez ici au moins l'oxanium. Bien sûr, l'azote porte une charge positive du fait qu'il a donné le doublet libre. Alors, dans cet intermédiaire, on a ce site qui est très riche en densité électronique et vous avez ici un bon groupe partant. De façon générale, les halogènes sont des bons groupes partants. Donc, je peux facilement avoir le départ du chlore. Alors, qu'est-ce qui va entraîner le départ du chlore? C'est l'oxygène, du fait qu'il est chargé négativement, très riche en densité électronique, donc il va donner son doublet libre au carbone pour avoir le départ du chlore. Donc on va avoir cet intermédiaire, départ du chlore, et ici la double liaison. L'azote est là encore la charge positive. Donc il faut arracher cet hydrogène pour que l'azote récupère son doublet libre. Alors pour cela, il faut utiliser une base faible. On utilise généralement la pyridine. Donc la pyridine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arracher cet hydrogène et vous aurez l'amine non chargée. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un composé de la forme CON, c'est ce qu'on appelle les amides. Donc, la réaction conduit à la formation d'amides. Réaction de sulfonylation. Alors, réaction de sulfonylation, c'est quoi? C'est l'introduction du groupement sulfonyle. Soufre, deux fois lié à l'oxygène. Alors, de la même façon que la réaction d'acylation, on va utiliser un chlorure d'acide sulfonique qui va donner le groupement sulfonyle. Donc le même mécanisme. Le soufre, c'est un site électrophile du fait que l'oxygène est plus électronégatif. Donc là, vous avez un site qui peut subir l'attaque du nucléophile, formation de la liaison soufre-azote. Vous avez un halogène qui est un bon groupe partant, donc rabattement du doublet libre de l'oxanium, départ du chlore.
L'azote est chargé positivement, on utilise une charge faible, par exemple la pyridine. Et vous aurez ce qu'on appelle les sulfonamides. Donc, amide, c'est carbone, oxygène, N, et sulfonamide, c'est le soufre, bien sûr, avec deux liaisons doubles avec l'oxygène. Une réaction très importante pour les amines primaires, c'est la réaction de diazotation. Alors, la réaction de diazotation conduit à la synthèse de l'ion diazonium. Alors, comment j'obtiens l'ion diazonium? Par réaction d'une amine primaire avec l'ion NO+, qu'on appelle l'ion nitrosonium. La première étape, c'est la préparation de l'ion disonium. Alors, l'ion disonium, on le prépare à partir de l'acide nitreux, HNO2. Comment je prépare l'acide nitreux? Par réaction du nitrite de sodium avec l'acide chlorhydrique. Cette réaction se fait in situ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acide nitreux, il est instable. Donc, puisqu'il est instable, on va le préparer au moment de la réaction. Donc, au moment de la réaction, vous mélangez le nitrite de sodium avec l'acide chlorhydrique et vous avez l'acide nitreux. Alors, la forme développée de l'acide nitreux HNO2, vous êtes toujours au milieu acide, donc H+. Vous allez protoner le groupement hydroxyle OH, vous le protonez en H2O. Par cette réaction de protonation, qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé le groupement OH, qui est un mauvais groupe partant, en un bon groupe partant H2O. Donc là, je peux facilement avoir le départ de H2O. Bien sûr, l'oxygène est chargé positivement, il va prendre cette liaison NO, d'où l'apparition de la charge positive. Donc, le l'ion nitrosonium est préparé par réaction du nitrite de sodium avec l'acide chlorhydrique. Une fois qu'on a l'ion NO+, on va le faire réagir avec une amine primaire. Donc, l'amine primaire, avec l'ion nitrosonium, l'ion NO+, comment va se faire la réaction? On va écrire les formes limites de l'ion nitrosonium. Donc, ON, soit vous portez la charge positive par l'azote, soit par l'oxygène. Donc, les deux formes limites de l'ion nitrosonium. Dans ces deux formes, vous avez ici l'azote qui est plus électropositif que l'oxygène, donc c'est lui qui a tendance à porter la charge positive. L'oxygène est plus électronégatif, donc porter une charge positive, c'est un peu difficile. Donc, la forme qui va réagir, c'est cette forme limite. Donc, vous avez ici l'azote avec la charge positive qui est un site électrophile. Donc, l'amine, par son double libre, il va attaquer le site électrophile. Donc, vous aurez la formation de quoi? De NH2NO. La réaction est catalysée par l'acide, donc on va récupérer l'acide, donc l'azote va donner le proton qui est utilisé comme catalyseur, donc on régénère le catalyseur, ça donne cette forme, RNHNO. Et dans cette forme, on va avoir la migration, c'est-à-dire la position de l'hydrogène va changer. Il va passer de l'atome de l'azote,
du milieu à l'atome l'oxygène. C'est ce qu'on appelle la prototropie. Alors je vais donner un exemple de la prototropie. C'est l'équilibre céto-énolique. Alors, j'ai ici la forme cétone ou aldéhyde. Et j'ai la forme ici N-ol. N, la double liaison, et ol veut dire OH. Alors, les deux formes sont en équilibre. Les deux formes proviennent de quoi? De la position de l'hydrogène qui était sur l'atome de carbone, c'est-à-dire en position 3, il est passé à l'atome 1. Alors ceci, on l'appelle prototropie. Donc prototropie, c'est quoi? C'est quand l'hydrogène change de position, généralement position 1,3. Donc, pour que l'atome d'hydrogène passe à l'atome d'oxygène, on va avoir un réarrangement des liaisons. Donc, cette liaison CH va se rabattre et donner ici une double liaison, et cette liaison va s'ouvrir pour capter, le double épi va capter cet hydrogène, vous donne OH. Donc, ce qu'on appelle la prototropie. Donc, la prototropie, c'est quoi? C'est la migration, ou bien la transposition, ou bien le changement de position de l'hydrogène de la position 3 à la position 1, ou bien de la position 1 à la position 3. Donc, vous avez un équilibre. Normalement, l'équilibre est très déplacé vers la forme cétone. On verra le mécanisme de cette transposition dans le chapitre des cétones et aldéhydes. Donc, revenons à notre mécanisme. Donc là, si vous numérotez 1, 2, 3, donc l'hydrogène était sur l'atome 3, il est passé à l'atome 1. Donc, c'est une prototropie. Donc, avec le groupement OH, et je suis en milieu acide, donc je vais le protoner. Donc, le protoner, ça veut dire quoi? Vous faites la création d'un groupement, d'un bon groupement partant. Donc là, vous pouvez avoir le départ de H2O. Bien sûr, l'oxygène va prendre cette liaison en N, d'où l'apparition d'une charge positive. Et vous pouvez écrire les deux formes limites. Donc là, l'azote va donner son double libre pour remplir cette lacune, cette case qui est vide, et vous aurez la charge positive soit sur l'atome d'azote terminal, soit sur l'atome du milieu. Alors ceci, on a la formation de l'ion diazonium. Donc, l'ion diazonium est obtenu par réaction d'une amine primaire avec l'ion nitrosonium. Bien. Alors, la réactivité des ions diazonium. Donc, de façon générale, l'ion diazonium, c'est RN2. Et N2, c'est quoi N2? C'est l'azote. Donc, le N2, c'est un très, très, très bon groupe partant. Donc, vous pouvez facilement avoir le départ de N2. Donc, si le R est aliphatique, vous aurez rapidement le départ de N2. Donc, vous aurez R plus N2. Par contre, si vous avez le R qui est un cycle aromatique, c'est-à-dire un diazonium aromatique, eh bien, dans ce cas, la molécule est stabilisée par résonance. Donc, je peux écrire des formes limites de résonance. Et plus
qu'une molécule possède des formes limites de résonance, plus elle est stable. Donc, le diazonium aromatique, puisqu'il présente des formes limites de résonance, donc il est stable. Donc, vous n'aurez pas le départ de l'azote. Par contre, dans les diazoniums aliphatiques, cette molécule ne présente pas de forme limite de résonance avec le groupement R, ce qui fait que vous aurez facilement le départ de N2. Alors, les sels de diazonium, par la réaction de Sandmeyer, on peut les utiliser dans la préparation de plusieurs composés aromatiques. Donc, le départ de N2, on avait dit que n'est pas facile dans le cas des sels diazonium aromatiques. Mais si vous utilisez un nucléophile, dans ce cas, vous pouvez avoir la substitution, le remplacement de N2 par l'halogène. Donc, si vous prenez l'eau, alors l'eau dissociée en H+, OH-, donc OH- peut jouer le rôle d'un nucléophile, donc il va substituer l'ion N2 et vous aurez le phénol. Pareil, avec HbF4, l'acide tétrafluoroporique, donc là vous aurez les ions F-, donc les ions F- vont substituer N2, donc vous aurez le fluorobenzène. Pareil, vous pouvez le remplacer l'ion ou bien l'azote par le chlore, par le brome, par le cyanure, par l'iode, en utilisant des réactifs qui donnent, donc ici le chlorure de cuivre, vous aurez les ions Cl-, ici vous aurez les ions Br-, ici vous aurez les ions Cl-, les ions cyanure. Ici vous aurez, avec l'iodure de potassium, vous aurez l'ion iodure, I-. Et avec l'acide hypophosphoreux, c'est un agent réducteur. Donc, agent réducteur, ça veut dire qu'il va réduire cette liaison CN en liaison CH, vous apportez des hydrogènes. Donc, cette réaction se fait avec départ de N2. Mais le départ de N2 est possible en utilisant des nucléophiles. Donc, le nucléophile, OH-, F-, Cl-, Br-, Cl-, I- et H- va substituer l'ion N2, l'azote. Je peux aussi avoir réaction sans départ d'azote, c'est-à-dire que le N2 va rester fixé à la molécule. Dans ce cas, on parle de réaction de copulation. Alors, réaction de copulation, c'est quoi? C'est une réaction de substitution électrophile. Donc là, il faut revoir le chapitre des réactions de substitution électrophile aromatique que j'ai déposé sur la plateforme modèle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous prenez le diazobenzène. Vous le faites réagir avec le phénol, par exemple. Voilà le produit de la réaction. Alors, si vous faites la comparaison entre les produits de départ et le produit de l'arrivée, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que en position para, vous avez substitué cet hydrogène qui est en position para par l'ion diazonium. Donc, il s'agit bien d'une réaction de substitution électrophile. L'électrophile, c'est quoi? C'est l'ion diazonium, N+.
Vous vous rappelez que dans les réactions de substitution aromatique, vous prenez par exemple le benzène en présence d'un électrophile et vous substituez l'hydrogène par l'électrophile en présence d'un catalyseur. Donc c'est la même chose. Ici, le benzène, dans le cas du phénol, est substitué par un groupement d'honneur. Donc la réaction de substitution va se faire en position soit ortho, soit para. Elle va se faire en position para parce que à la position ortho, vous aurez un encombrement stérique. Donc la réaction va se faire en position para. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le groupement OH est donneur par effet mésomère, donc il va donner son doubli libre. Cette liaison va prendre cette position et le double pi va former une liaison carbone-azote avec l'ion diazonium. Là, vous avez cet hydrogène qui est ici. L'ion Cl- va agir comme une base faible et il va arracher cet hydrogène. Et vous retrouvez l'aromaticité, donc le système devient aromatique. Donc là, il s'agit d'une réaction de substitution électrophile normale, c'est-à-dire le composé aromatique avec l'électrophile. Et normalement, ces composés sont colorés parce que le groupement azo donne généralement des colorants azoïques, c'est-à-dire vous obtenez toujours des produits colorés. Alors ce composé-là, il a une couleur jaune-orange. Alors de la même façon, on peut réaliser la réaction de substitution avec une amine aromatique, l'aniline. Donc, même réaction. Là, vous aurez un composé jaune qu'on appelle le jaune d'aniline. Donc, revoir le chapitre des réactions de substitution aromatique. Maintenant, on va voir la réactivité des amines avec les composés carbonylés. Par exemple, les aldéhydes et les cétons. Par réaction d'une amine primaire ou secondaire avec un composé carbonylé, vous formez une double liaison carbone-azote. Ces composés, on les appelle des imines. Donc les imines, c'est quoi? C'est les composés qui possèdent une double liaison carbone-azote. Alors le mécanisme. Vous avez le composé carbonylé. La réaction nécessite un catalyseur acide, H+. Le groupement CO, on avait dit que c'est un groupement polarisé. Le carbone, c'est comme s'il porte une charge effective plus, et là une charge négative moins. Donc en présence de H+, l'oxygène va capter le proton. Donc vous aurez la formation de O+H. En présence d'une amine, l'amine est un nucléophile, il va attaquer le carbone du carbonyle. Donc vous aurez ici la formation d'une liaison CN+. N+, parce que l'azote a donné son doubli libre. Et ce carbone ne peut pas avoir 5 liaisons, donc le double pi va être récupéré par l'oxygène pour compenser cette charge positive. Et on a cet intermédiaire. Alors cet intermédiaire, puisque la réaction est catalysée par
l'acide, l'azote va libérer le proton du catalyseur. Bien. Alors, pourquoi on utilise l'acide? Vous utilisez l'acide pour augmenter le caractère électrophile du carbone. C'est-à-dire, supposons que vous avez l'amine. L'amine est le groupement CO. Bon, l'amine peut attaquer le carbonyle. Mais quand vous protonez l'oxygène, vous avez augmenté le caractère électrophile du carbonyle, ce qui fait que vous facilitez l'attaque du nucléophile. C'est-à-dire, sans proton, vous aurez l'attaque de l'amine sur le carbonyle, avec une vitesse V1 par exemple. Avec le proton, vous aurez l'attaque, mais avec une vitesse V2 qui est beaucoup plus grande que la vitesse V1 si vous faites la réaction sans catalyseur. Bien. Alors, j'ai cet amino-alcool. N'oubliez pas que vous êtes toujours au milieu acide. Et vous avez ici un groupement OH. Donc, le groupement OH va capter le H+. Et vous passez de OH à H2O, qui est un bon groupe partant. Alors, qui va faciliter le départ de OH, c'est le doublet libre de l'azote qui va être donné ce carbone, donc formation d'une double liaison, pour faciliter le départ de H2O. Pareil, cet intermédiaire où l'azote porte une charge positive va libérer le H pour récupérer le catalyseur. Donc je récupère le catalyseur et j'ai la formation de l'imine. Dans le cas des amines secondaires, on obtient des ions iminium. Alors les ions iminium sont obtenus avec le même mécanisme que les imines. Donc vous pouvez le refaire. Alors comme application de synthèse, la synthèse des imines permet d'alkyler les amines. Alors par exemple, là j'ai une amine primaire. Je la traite avec le groupement carbonyle, l'acétone. Donc vous aurez la formation de l'imine. Alors si vous faites la réduction par l'hydrogène, vous allez hydrogéner la double liaison. Donc vous fixez ici un hydrogène et ici un hydrogène. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que vous êtes passé d'une amine primaire à une amine secondaire. Donc vous avez ajouté un groupement alkyle à l'amine de départ. Donc on peut dire qu'il s'agit d'une réaction d'alkylation des amines. De la même façon, vous avez le benzaldéhyde avec l'amine secondaire. Donc vous aurez ici CN, les deux substituants avec la charge positive, donc l'iminium. De la même façon, vous faites l'hydrogénation, vous fixez ici un H et ici un H. Alors si vous faites la comparaison de l'amine de départ qui était une amine secondaire, et là vous avez une amine tertiaire, donc vous avez bien fait une alkylation. Alors une réaction très importante, c'est l'hydrolyse des imines, ou bien des ions iminium, c'est la même chose. Donc vous passez de la double liaison carbone-azote à la double liaison carbone-oxygène. Le mécanisme, on le verra dans le chapitre, je pense, des cétonaldéhydes ou bien des acides. Bon, on le verra plus tard. Alors, réaction de Manish. Bon, je ne donne pas le mécanisme, uniquement la réaction. Alors, il s'agit d'une réaction d'addition ou
ou bien de condensation qui se fait au milieu acide. Je prends un composé carbonylé, c'est-à-dire qu'il y a le groupement carbonyl, qui a en position alpha un hydrogène. Alors cet hydrogène, il a un caractère acide. Donc ça, il faut le retenir. Chaque fois que vous avez un groupement attracteur, eh bien, l'atome d'hydrogène qui est en position alpha, il a un caractère acide. Pourquoi? Parce que ici, vous avez le groupement CO qui est polarisé en C+, O-. Donc C+, va exercer un effet inductif attracteur, ce qui va appauvrir la liaison CH en densité électronique. D'où je peux faciliter le départ de H+, ou bien de l'arracher. Donc, réaction entre un composé carbonylé possédant en position alpha un hydrogène, le méthanal et une amine, soit primaire, soit secondaire. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un composé carbonylé qui, en position bêta, possède une amine. Alors, ceci, on les appelle des bases de Manish. De la même façon, ça j'ai oublié de le dire, avec les imines, alors les imines, on les appelle aussi les bases de Schiff. Les imines, on les appelle bases de Schiff. Donc vous avez les bases de Schiff et les bases de Manish. Bien. Alors septièmement, les énamines. Alors vous vous rappelez, quand on a parlé de la tautomérie, j'ai donné cet exemple. L'exemple où vous avez équilibre entre la cétone et N-ol, l'énol. Cet équilibre ne peut se faire que si en position alpha, vous avez, en position alpha du carbone, vous avez un hydrogène, parce que cet hydrogène il a un caractère acide. De la même façon, avec les amines, donc comme on a N-ol, alors N-ol, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une double liaison et le groupement H. On peut avoir les N-amines. Vous voyez, de la même façon. N-amine. N-ol est en équilibre avec la forme carbonyle, et là, vous aurez la forme imine. Donc, si vous avez une N-amine qui, en position alpha, a un hydrogène, eh bien, vous pouvez avoir cet équilibre N-amine et imine. De la même façon, si une cétone possède en alpha un groupement, en position alpha un hydrogène, vous pouvez avoir l'équilibre cétone, ou bien aldéhyde, N-ol. Alors, comment se fait cet équilibre N-amine, imine? Alors, cet équilibre se fait au milieu acide. Donc, vous avez un acide, BH. Alors, l'acide BH est dissocié en quoi? En B- et H+. Donc, B- c'est la base conjuguée de l'acide BH. Donc, N-amine, donc la double liaison amine, avec l'acide. L'acide peut être capté par l'azote
ou bien par la double liaison, le double pi. Normalement, le double pi est beaucoup plus riche en densité électronique que l'azote, ce qui fait que c'est le double pi qui va capter le H+. Donc, pi va capter le H+, vous aurez la liaison CH. Là, vous avez la formation d'un carbocation. Quand le double pi est donné à H+, soit vous aurez cette liaison CH, le carbocation à ce niveau, soit la liaison CH et le carbocation à ce niveau. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est ce carbone qui va capter le proton. Et la formation du carbocation va se faire à ce niveau, c'est-à-dire au milieu. Pourquoi? Parce que, dans ce cas, vous formez un carbocation qui est 1, 2, 3, tertiaire. Donc, un carbocation tertiaire. Si vous formez le carbocation à ce niveau, qu'est-ce que vous aurez? Un carbocation, donc ici fixation de H, vous aurez un carbocation secondaire et un carbocation tertiaire plus stable qu'un carbocation secondaire, plus stable qu'un carbocation primaire. Donc, le carbocation doit se former à ce stade. Deuxième point qui favorise la formation du carbocation à ce niveau, c'est la conjugaison. Vous voyez, vous avez la charge positive séparée par une liaison simple du doubli libre de l'azote. Donc, il y a conjugaison. Donc, je peux écrire des formes limites de résonance, c'est-à-dire l'azote dans son doubli libre, vous aurez ici la charge positive. Donc, le carbocation va se former à ce niveau pour deux raisons. La première, c'est que vous formez un carbocation tertiaire et deuxièmement, il est stabilisé par résonance, c'est-à-dire par effet mésomère. Bien. J'ai utilisé l'acide BH comme catalyseur. Donc, je dois le récupérer. Alors, BH s'est dissocié en B- H+. Le H+ a réagi et il reste le B-. Qu'est-ce qu'il va faire le B-? Il va arracher cet hydrogène. Et il va donner le doublé de la liaison NH à la formation de la double liaison de l'imine. Donc, vous récupérez la base. Donc, je passe de N-amine à l'imine en présence d'un acide. La réaction est catalysée par l'acide. Alors, vous avez ici un exemple de N-amine et imine avec le cyclohexane. Donc, le même principe. Alors, comment je prépare les énamines? Les énamines, je les prépare par réaction d'une cétone qui possède un hydrogène en alpha du groupement CO. Donc là, la présence de ce carbone en alpha est essentielle. Alors je rappelle. Vous voyez, on avait dit qu'il faut qu'il y ait un hydrogène en alpha de la double liaison. Alors cet hydrogène, il provient de quoi? Il provient de l'hydrogène de la cétone. Donc c'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait ici un hydrogène. Alors, toujours, j'utilise un acide. Pourquoi? Pour protoner le OH et augmenter le caractère électrophile du carbone.
vous augmentez le caractère électrophile du carbone, donc l'amine secondaire, dans ce cas la pyrrolidine, va attaquer le carbone du carbonyle. Donc vous aurez la formation de liaison carbone avec l'azote qui porte une charge positive et OH. OH est un mauvais groupe partant, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le protoner en de OH à H2O, qui est un bon groupe partant, donc départ de H2O, et l'hydrogène, vous voyez, l'hydrogène en position alpha, voilà son rôle. C'est de donner une double liaison à ce niveau. L'azote, pour récupérer la charge positive, il va récupérer le double pi. Donc, le départ de cet hydrogène en position alpha du carbonyle me permet de récupérer mon catalyseur. Bien. Alors, comme application de synthèse des énamines, alors les énamines, leur importance, c'est quoi? C'est quand vous écrivez ces deux formes limites. Donc, vous avez ici N-amine. L'azote est donneur par effet mésomère. Donc, là, vous aurez une double liaison CN. L'azote a donné son double libre, d'où la charge positive. Et bien sûr, ce carbone ne peut pas avoir 5 liaisons. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce carbone qui va récupérer le double pi. Donc, vous aurez ici un carbanion. Alors, cet carbone va être activé du fait qu'il est chargé négativement. Donc, on parle d'un carbone activé. Alors, puisque vous avez ici un carbone activé, je peux avoir des réactions de substitution. Sur quoi? Sur les halogénures d'acyle, sur les certains halogénures d'alkyle, et une fois que la réaction est faite, les ions iminium sont plus faciles à hydrolyser. Et on avait dit que leur hydrolyse conduit au groupement CO. Alors, deux exemples. La C-alkylation. Alors, la C-alkylation, ça veut dire quoi? Que vous fixez un alkyle sur le groupement C. L'alkyle, ça peut être, il provient d'un halogénure qui est réactif. Donc, halogénure réactif, comme exemple, vous avez le benzyle comme groupement alkyle, benzyle, donc X c'est un halogène. Vous aurez comme substituant le groupement allyle, donc allyle c'est CH2, double liaison CH-CH2. On peut avoir un composé alpha carbonylé avec le X, ou bien l'iodure de méthyle, composé halogène. Donc, ces composés, on peut avoir le départ de X. Et il vous reste l'alkyle. Par exemple, on va utiliser le cas des composés alpha carbonylés. Donc, là, vous avez un composé carbonylé qui, en position alpha, possède un halogène. Donc, avec l'énamine, le carbone activé se comporte comme un nucléophile et il va attaquer le carbone qui porte l'halogène. Donc, vous aurez attaque du nucléophile et départ de l'halogène. Je rappelle, là, vous avez un bon groupe partant. Donc, vous formez la liaison carbone-carbone. Carbone-carbone. Et on fait l'hydrolyse au milieu acide. Donc, vous transformez la double liaison CN en double liaison CO. Donc, si vous faites le bilan, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fixé
sur ce carbone le groupement CH2COCH3. Donc vous avez fait une alkylation sur ce carbone en utilisant des halogénures réactifs. Bon, réactifs par quoi? Par leur substitution. D'accord? Dernier exemple, c'est faire une acylation. Alors, faire l'acylation, c'est quoi? C'est fixer le groupement COR. Le groupement COR va provenir de quoi? D'un chlorure d'acyle. C'est par exemple le chlorure d'acétyl. Vous avez ici un carbone qui est activé, un site électrophile, et vous avez un bon groupe partant. Donc en même temps, l'attaque du carbone qui est activé sur le carbone qui est électrophile, formation de la liaison carbone-carbone et le départ de l'halogène qui est un bon groupe partant. Et là, vous faites l'hydrolyse pour récupérer le CO. Alors, je vous remercie. Donc, on a terminé le chapitre des amines. La semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera le deuxième chapitre des cétones et aldéhydes et on peut même commencer aussi les TD relatives à ce chapitre. Voilà, donc je vous remercie et bonne journée.